Dans le monde de la voile, il est surnommé le géant vert. Du haut de son mètre 95, Gilda Morvan est un cador de la classe Figaro. Il devient en l'an 2000 champion de France. 2 fois 3e de la solitaire, il rêve de gagner la célèbre régate estivale, porte d'entrée de la course au large. Skipper professionnel depuis 1992, Gilda Morvan est un pur régatier comme l'atteste son parcours, des Jeux Olympiques d'Atlanta aux internationaux de match racing, en passant par la Coupe de l'América. Sa dernière victoire, il vient de la décrocher dans la Saint-Nazaire-Dakar, la dernière née des courses en double. Moi j'ai vécu toute mon enfance en fait du côté de Camaret, et puis tous mes débuts dans la voile, sur la mer, en fait c'était à Camaret avec de l'optimiste, du dériveur, du 420, du code 110, donc tout ce qui était dériveur, plus en fait du vieux gréement, du bateau en bois à la pêche au maquereau du côté de Camaret. J'allais voir la décharge en fait de la pêche à Camaret, donc tous ces souvenirs-là, toutes ces fabrications de bateaux, ces moteurs à bord des bateaux, ces bateaux qui rentraient, tout ça c'est un peu mon enfance. Et après j'ai passé à un stade un peu plus compétition du côté de l'école à Kérichène. Et là j'ai vraiment goûté en fait aux entraînements, aux régates, soit en planche à voile, en optimiste, en laser, en tout ce qui était dériveur. Le sport à l'école, comme d'habitude on va sur un stade de foot ou sur une piste à courir, et ben là c'était 4 heures de voile pendant la semaine. Donc 4 heures à l'école, plus 4 heures aussi en UNSS le mercredi, et plus des fois le week-end, donc ça faisait beaucoup d'heures de voile dans la semaine. Déjà en 89, j'ai participé à la Coupe de l'Admirals Cup en fait, en Angleterre. Et là en fait j'étais étudiant encore à l'école et navigateur, donc j'étais un peu entre les deux. Donc j'arrivais plus ou moins à concilier les deux, et ce qui n'était pas du tout évident. Et après 89, je pense que c'est là que j'ai dû démarrer à faire que du bateau en tant que professionnel, quoi. Ouais, c'est un peu les débuts, hein. On débute toujours un peu par ces petits bateaux-là, ces bateaux un peu carrés, ces optimistes. Donc ouais, ça me rappelle mon enfance, ouais. La première victoire, c'était le Tour du Finistère, je crois, donc ça remonte à il y a longtemps, avec Eric Drouglazet d'ailleurs à l'époque. Et après, donc Tour de France à la voile, Admirals Cup, donc après tout s'est un peu enfilé au fur et à mesure. Et après, jusqu'à la préparation olympique, où là, ça devenait quand même beaucoup plus sérieux et c'était quand même beaucoup plus intensif en navigation. Make it. En voile olympique, on est plus entouré par la fédération, donc on est pris en charge tous les déplacements, tout le financement des bateaux, tout ça par la fédération. Donc c'est un truc complètement à part, quoi. Et donc on gagnait un peu d'argent, mais pas grand-chose, mais bon, c'était quand même une super expérience. Donc par la suite, c'était toujours intéressant de le faire. Après, j'avais envie un peu d'aller voir un peu ailleurs, d'aller voir un peu plus des courses offshore, la course au large, donc c'est ça un peu qui m'a fait le fait d'avoir fait un peu tout ce qui était régate à la journée, genre Coupe de l'América, Jeux Olympiques, tout ça, on a envie d'aller un peu voir au large comment ça se passait.
Le solitaire, c'est quelque chose de particulier, c'est surtout en France, et que c'est vraiment une reconnaissance dans le pays, en fait, par rapport sur des épreuves comme les Jeux et comme la Coupe, où c'est vraiment une reconnaissance internationale. Là, en France, il n'y a pas du tout de reconnaissance sur ces épreuves-là, et c'est vrai que c'est plus des courses en solitaire comme le Figaro, la Route du Rhum, le Vendée Globe, toutes ces courses-là qui sont vraiment reconnues. Donc il y a aussi ce côté-là, ce côté qui marche en France, la course en solitaire. C'est peut-être plus facile aussi d'en vivre, de trouver des partenaires sur des courses comme ça que sur les Jeux Olympiques où on est quasiment dans l'anonymat. Je pense que la Solitaire du Figaro, c'est pas du tout évident de l'emporter comme ça. C'est vrai que 3 fois 3e, je suis toujours sur le podium, donc je suis assez régulier. Mais il manque toujours un petit quelque chose pour passer sur la plus haute marche. Donc c'est pas facile à dire. Je pense qu'il faut un moment un peu de réussite pour l'emporter. Mais quoi qu'il arrive, la course, elle est toujours magique, elle est toujours superbe. Mais par contre, c'est vrai que ça serait bien quand même au plus tard de l'emporter. Maintenant, on ne part plus sur l'eau comme ça avec 2 morceaux de bois sous les pieds pour faire une course, quoi. Maintenant, les projets sont de plus en plus carrés, les bateaux sont de plus en plus performants, les budgets aussi sont là en conséquence, donc tout est plus carré dans le milieu de la voile, je pense. On n'est pas en train d'essayer de faire n'importe quoi, mettre une maison en hypothèque pour partir faire une transat. Je pense que tout ça, c'est un peu passé. Maintenant, on a affaire à des coureurs de plus en plus pros. Et c'est une ère de la voile, une ère nouvelle. Donc. Les sensations, elles sont variées. Hein. Il y a une sensation sur une planche à voile, l'équilibre d'un flotteur. Sur un dériveur, c'est pareil, l'équilibre d'un flotteur, la sensation de pression dans une voile. Donc tout ça, c'est de la sensation. Après, sur un gros bateau en surf à 25 nœuds, il y a une sensation pareille de vitesse, de quelque chose. Donc la sensation, on en a quasiment tout le temps, quoi que ce soit sur un petit bateau, un monocoque, un multicoque, un trimaran. On en a toujours, elles sont variées, mais il y a toujours de la sensation quoi qu'il arrive, je veux dire. Donc, comme sur une moto, il y a la sensation de vitesse, donc ça c'est pareil, c'est une sensation qu'on n'a pas forcément sur une voiture. Là, on a plus de sensation de vitesse sur une moto. Il faut avoir des compétences multiples en fait dans la voile, quoi. Je pense que c'est ça l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas que du physique, quoi. C'est vrai qu'un physique c'est toujours plus intéressant pour tourner des manivelles, pour hisser des voiles, c'est toujours plus intéressant. Mais d'un côté, il faut aussi beaucoup de réflexion pour mener à bien sa barque, quoi. Que ce soit au niveau météo, au niveau stratégie, tout ça. Il faut une finesse, il faut réfléchir, il faut calculer les courants, calculer la dérive, calculer une trajectoire météo. Donc tout ça c'est assez complexe. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de réflexions à faire et beaucoup de choses à gérer, la nourriture, le sommeil, le repos, tout ça. Donc tout ça c'est complexe et je pense que c'est ça qui fait la richesse de la voile. La course dure un mois complet. Donc on met presque un mois aussi à s'en remettre au niveau de la fatigue, au niveau de la récupération même physique, au niveau même des repas et tout, au niveau du poids. Donc c'est presque un mois de récupération après le Figaro. Hein. C'est sûr qu'on pousse toujours les limites au niveau physique, au niveau psychique, un peu à tous les niveaux parce que en fait c'est 4 jours et 4 nuits quasiment sans dormir. Donc c'est toujours assez dur quand même, donc on pousse les limites assez loin. Ouais. Le danger, je pense que c'est les terriens qui parlent de danger, mais
Les navigateurs, pas forcément. Après, je pense que tout joue aussi dans la préparation du bonhomme et du bateau. C'est vrai qu'un bonhomme et un bateau bien prêt, je pense que ça court moins de danger qu'un gars qui va un peu comme ça à l'aveuglette. Il y a le harnais là qui est... Sur le moment où on l'a choisi, ce métier de navigateur, bon, on a assume les conséquences aussi, quoi. On sait que dans ce métier-là, il y a du danger, donc maintenant, il faut vivre avec, il faut dès le départ savoir à quoi s'en tenir, quoi. Il y a toujours du stress, c'est vrai que le fait de savoir un proche en mer, c'est toujours un peu stressant. Donc je sais que ma mère me le rappelle souvent en me disant je dors pas dès que tu es en mer, mais je sais que je crois que c'est plus dur pour les terriens que pour les marins. Donc la coupe j'ai déjà faite, le Figaro aussi, les Jeux Olympiques pareil, donc maintenant j'aimerais bien pourquoi pas faire un tour du monde sur un gros catamaran ou un tour du monde en solitaire. Donc bon, tout ça, tout ce que j'ai pas fait, qui est un peu à la limite un tour du monde, ça m'intéresserait, ouais. Je pense que c'est le côté compétition planétaire quoi, qui m'intéresse, le côté de la bagarre sur 3 mois. Je pense que c'est ça qui m'intéresse aussi, qui m'attire. On trouve ce côté-là, il y a le côté aventure, mais surtout le côté compétition qui est intéressant, quoi. Superstitieux, toujours faire attention à bord, de pas avoir du pâté de la bête à grandes oreilles. Oui, toutes ces choses-là, je suis très superstitieux, donc je fais attention à tout ça. Coup de gueule, pas souvent, assez rare les coups de gueule quand même. Les casse-pieds, je dirais, les gens qui viennent demander des autographes au moment où on est en train de travailler sur les bateaux. Ça, je pense que c'est un côté un peu pénible. Les gens ne comprennent pas quand on est vraiment au boulot et qu'on n'a pas le temps de s'arrêter pour faire des autographes. Petit coin de paradis, il y en a beaucoup sur la terre et un petit qui me reste toujours dans le coin de la tête, c'est les Saintes, la plage, la petite plage des Saintes, petit coin de paradis, ouais. La défaite, toujours dur un peu à subir, mais d'un côté, il faut en tirer les conséquences et essayer de positiver pour les futures victoires. Toujours un moment magique, une arrivée victorieuse, le champagne, les amis, ça reste toujours des bons moments. La mer, grande étendue, beaucoup de choses à faire dessus et toujours un bonheur de la retrouver.